Bonsoir et bienvenue à tous dans le Grand News. Je suis très heureux de vous retrouver. Depuis maintenant 3 ans, à chaque reprise de négociation, le traité du libre service des négociations entre la transatlantique est sous le feu de critiques, comme nous l'explique Maxime L'Europe Vodano. et les États-Unis. En négociation depuis juillet 2013, ce projet, qui a pour but de fluidifier les échanges économiques transatlantiques, est très critiqué à chaque reprise de négociation. Maxime Vodano, vous êtes l'auteur de Dr TTIP et Mr TAFTA et journaliste pour les décodeurs au monde.fr. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en quoi ce traité consiste? Le but, c'est de faire un petit peu ce qu'on a fait dans le marché commun européen, donc de pouvoir commercer entre la France, l'Allemagne, et aujourd'hui l'Espagne, la Roumanie, de faire pareil avec les États-Unis. C'est-à-dire que toutes les barrières au commerce qu'il y a entre les entreprises européennes et le marché américain et vice-versa, on essaie de les abattre pour que ce soit plus facile de commercer. Et le but, c'est d'un petit peu dynamiser le commerce entre les deux rives de l'Atlantique et de produire de la croissance. Donc avant, traditionnellement, les traités de libre-échange se focalisaient sur les droits de douane, c'est-à-dire ce qu'on paye pour passer la frontière avec des produits. Et en fait, aujourd'hui, c'est plus trop ça l'enjeu. L'enjeu, c'est de faire converger les normes qu'il y a des deux côtés. C'est-à-dire qu'en Europe, on a les feux de voitures qui sont d'une couleur. Aux États-Unis, ils sont d'une autre couleur. Donc on est obligé de faire deux modèles différents actuellement. Le but, c'est de faire une seule norme pour que ce soit plus facile de produire et de commercer des deux côtés. Donc toutes les entreprises, côté américain, côté européen, devraient pouvoir bénéficier de ces accords de libre-échange et avoir plus de facilité pour commercer d'un pays à l'autre. Donc ça devrait bénéficier à tout le monde au final. C'est vraiment à destination des entreprises. Le problème, c'est que c'est pas que sur la couleur des phares que se jouent les problèmes de normes, c'est sur des choses beaucoup plus fondamentales comme quels produits chimiques on autorise pour laver le poulet. Vous avez entendu parler du poulet au chlore par exemple, ou des hormones dans le bœuf, ou des OGM, les organismes génétiquement modifiés. Donc toutes ces normes, en fait, elles sont représentatives de ce que nous, on a choisi européens depuis des années par nos choix démocratiques, et pareil du côté américain. Donc c'est pas si facile de les aplanir. Donc certes, c'est un avantage pour les entreprises, mais il faut voir si c'est pas au détriment des citoyens. Le mécontentement, il se cristallise autour de cette question de convergence des normes, mais il y a aussi la question des tribunaux privés qui a fait hurler aussi la société civile. Est-ce que vous pourriez revenir un peu sur ce sujet? Oui, en fait, c'est le point le plus problématique actuellement dans la négociation. C'est quelque chose qui existe déjà, hein, il faut le dire, depuis longtemps dans le commerce mondial. Ça existe depuis les années 50, mais ça a pris une importance particulière depuis les années 2000, où il y a de plus en plus de tribunaux de ce genre qui existent. Donc le but, en fait, c'est de protéger les entreprises contre les expropriations des États au début. Donc c'est en gros quand un État décide du jour au lendemain de prendre les biens d'une entreprise. Et progressivement, ça a évolué pour aller de plus en plus vers des protections un peu plus indirectes. Donc c'est-à-dire que quand l'Australie a fait des politiques anti-tabac, il y a l'entreprise Philip Morris, donc qui produit des cigarettes, qui l'a attaqué en vertu de ce genre de tribunaux. Donc le but, c'est de mettre en place ce genre de tribunal qui pourrait, selon les modalités, éventuellement menacer les décisions démocratiques prises par les États. Donc c'est ça qui inquiète beaucoup. Mais à travers les négociations, il y a des progrès qui ont été faits quand même sur ce sujet des tribunaux privés. Oui, en fait, depuis plusieurs mois, il y a eu tellement de contestations que la Commission européenne, qui mène les discussions côté européen, a décidé de faire un petit peu des concessions. Donc il y a un nouveau système d'arbitrage qui a été présenté, qui présente plus de garanties, donc avec des juges qui sont quasiment publics, contrairement aux arbitres privés qu'on avait avant, qui étaient soupçonnés de conflit d'intérêts. Il y a des normes de droit qui sont beaucoup plus précises et qui laissent beaucoup moins de place aux interprétations et aux abus. Donc on peut espérer que ça limite les cas les plus abusifs, mais le principe de base, il reste toujours critiqué par certaines organisations. Donc c'est un projet qui est très critiqué par la société civile, mais on peut voir aussi que côté européen ou côté États-Unis, la volonté de mener à bien ce projet se fissure aussi un peu. Oui, en fait, c'est vraiment l'opinion négative du public qui est en train d'influer sur la classe politique. Donc on voit que côté américain, Obama a été très favorable à ce traité. Il essaie de le conclure avant la fin de son mandat, même si ça va être très difficile. Mais tous les candidats à la présidentielle, de Hillary Clinton et à Donald Trump, surfent un petit peu sur ce côté anti-libre-échange qui a infusé dans la société américaine, et ils sont opposés à ce genre de traité. Donc ça pourrait être très compliqué si l'un ou l'autre est élu de continuer les négociations.
Et côté européen, c'est aussi pas si facile que ça, puisque la France et l'Allemagne ont pris conscience des critiques qui se faisaient jour dans la société et sont de plus en plus à l'offensive pour exiger des réformes. Et elles menacent de bloquer le projet si jamais ces réformes ne sont pas mises en place. Et dans ces cas-là, si la France ou l'Allemagne refusent, c'est le projet tout entier qui s'effondre. Merci Maxime Godano pour ces précisions. Et pour aller plus loin, je vous invite à consulter les pages du Monde et du Monde.fr. Bonne lecture. La semaine de la vaccination a commencé aujourd'hui. Elle est organisée par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Elle se tient jusqu'au 30 avril prochain. Camille. Je suis microbiologiste et je m'intéresse en particulier aux bactéries qui causent des infections respiratoires, comme le germe de la coqueluche par exemple. La coqueluche est une maladie que je qualifierais comme injustement oubliée. Il faut savoir qu'à peu près 40 millions ou 50 millions de nouveaux cas de coqueluche sont décelés dans le monde, avec à peu près 300 000 enfants qui meurent chaque année. Notre objectif au départ, c'était en fait de développer un vaccin qui permet de protéger les plus vulnérables, c'est-à-dire les tout petits enfants dans les premières semaines de la vie. Les vaccins actuels sont composés de quelques petits bouts du germe de la coqueluche. Donc notre idée à nous, c'est de ne pas justement se focaliser sur quelques petits bouts, mais d'utiliser le germe dans sa totalité. Bien sûr, il fallait qu'on le manipule génétiquement afin de lui enlever toute la toxicité et tout ce qui rend les gens malades et maintenir uniquement sa capacité à induire une immunité protectrice. Alors l'autre nouveauté de notre vaccin, c'est que c'est un vaccin qui n'est pas injectable avec une seringue, mais qu'on donne tout simplement comme une goutte dans le nez. Alors chez la souris, nous avons montré que ça marche très bien, ça donne une très bonne immunité, ce qui nous a permis en effet de passer l'étape suivante, qui est le premier essai chez l'homme. Alors la première question qu'on s'est posée pour la phase 1, c'est la question de la dose. Est-ce qu'il fallait 10 bactéries? Est-ce qu'il fallait 10 milliards de bactéries? Et je pense qu'on est arrivé à une dose qui est acceptable pour l'homme, car elle n'induit aucun problème de sécurité. Et elle induit une bonne réponse immunitaire qui est de longue durée puisqu'elle dure au moins 6 mois, c'est-à-dire sur toute la longueur de l'étude. Ce qui est intéressant, un peu la cerise sur le gâteau pour nous, c'est qu'on a vu chez la souris en tout cas des effets secondaires positifs. C'est-à-dire qu'il protégeait aussi contre l'asthme par exemple et contre des pneumonies par exemple. Donc la suite logique de ce travail évidemment c'est de vérifier chez l'homme si on peut en effet voir aussi ces effets protecteurs. Et pour la partie coqueluche, d'aller de l'adulte progressivement vers la population cible qui sont les nouveau-nés. Et donc j'espère de tout cœur que les prochaines étapes cliniques vont être aussi bonnes que la première. Migrants auraient été trouvés morts dans un naufrage en Méditerranée. C'était le 16 avril dernier. Fabienne Lassalle nous explique. En Méditerranée le week-end du 16 avril. Un événement qui se serait donc produit exactement un an après le terrible naufrage d'avril 2015 qui lui avait fait environ 800 morts. Depuis, on a entendu parler des opérations Triton ou Sophia, des opérations de surveillance mises en place par les gouvernements des pays européens. Fabienne Lassalle, vous êtes directrice générale de l'ONG SOS Méditerranée. Alors ces opérations ne permettent toujours pas de repérer ces drames au large des côtes européennes. Comment est-ce que vous l'expliquez? Les repérer si, mais ce qui est certain, c'est qu'il n'y a pas les moyens suffisants actuellement de sauvetage pour récupérer tous ces bateaux qui sont en détresse en mer Méditerranée et toutes ces personnes qui perdent la vie. Alors ces opérations, elles servent à quoi? Elles font du contrôle aux frontières? Pour Frontex, effectivement, on est sur du contrôle des frontières, donc les bateaux ne sont pas toujours positionnés dans les grandes zones de détresse, c'est-à-dire au plus proche, par exemple, sur cette route entre la Libye et l'Italie, au plus proche de la sortie des eaux libyennes. Et pour ce qui est de l'opération Sophia, on est aussi d'abord sur traquer les passeurs, et la mission première n'est certainement pas le sauvetage. Alors, vous, je rappelle que vous avez un bateau sur place depuis le mois de février 2016. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur le rôle que vous jouez sur place et donc sur le bilan de ces premiers mois d'action? Oui, donc nous avons mis en place depuis la fin février 2016, grâce au financement du grand public, on a réussi à affréter une campagne participative sur exactement, Ulule. où le grand public
tout un chacun, les citoyens ont réagi, nous ont permis d'affréter ce bateau. Nous avons fait une première campagne là, qui se termine à la fin avril et nous en débutons une autre qui ira de mai jusqu'à octobre 2016, une campagne pas encore entièrement financée, mais nous sommes déjà engagés et nous recherchons les fonds supplémentaires pour la maintenir. Et donc pour répondre à votre question sur notre rôle, donc nous nous sommes positionnés au large des côtes libyennes, entre la Libye et donc l'Italie, sur cette route qui est aussi la plus dangereuse, 2% de morts sur les traversées de 2015. Et nous fonctionnons en réaction dans le dispositif mis en place par le MRCC, qui est donc le Maritime Rescue Coordination Center, qui est celui qui reçoit les appels de détresse, donc qui nous contacte, qui nous dit où nous rendre où se trouve une embarcation qui a besoin d'être secourue. Nous nous y rendons, là nous effectuons l'opération de sauvetage et nous avons à bord une équipe médicale avec un partenaire qui est Médecins du Monde et donc là nous prodiguons les soins médicaux nécessaires. Puis une fois que tout le monde est à bord et sécurisé, nous nous rendons sur les côtes siciliennes et italiennes à la requête du MRCC qui nous indique le port dans lequel nous devons débarquer les personnes que nous avons accueillies à bord. Vous savez déjà combien de personnes ont pu être sauvées grâce à cette opération? Oui, à ce jour, nous avons fait, donc de la fin février à aujourd'hui, 5 opérations de sauvetage qui ont permis de secourir 785 personnes. Et nous nous attendons à une recrudescence, à une démultiplication du nombre de sauvetages, puisque avec les beaux jours, la mer va être plus calme. Et on le sait déjà, lorsque la mer est calme, plus calme, les bateaux quittent les côtes libyennes et elles cherchent à rejoindre l'Europe. Donc nous avions encore un rythme, je dirais presque léger, et pourtant tout cela déjà de fait, mais nous nous attendons encore à bien plus pour les semaines à venir. Merci beaucoup Fabienne Lassalle. Je rappelle que vous êtes la directrice générale de l'ONG SOS Méditerranée. Et pour en savoir davantage sur le sujet, rendez-vous dans les pages du Monde et sur lemonde.fr. Bonne lecture. Et puis le chanteur Prince a donc été trouvé mort jeudi dernier. Retour sur ses 40 années de carrière avec Stéphane Davet du service Culture Le Monde. On se souvient de l'artiste flamboyant sur scène, mais Prince c'était avant tout un musicien surdoué. Stéphane Davet, quels sont pour vous les souvenirs marquants de ces 40 années de carrière? Alors, c'est une longue carrière qui commence dans la fin des années 70, mais c'est vrai qu'elle se concentre beaucoup dans les années 80. Il y a des souvenirs comme ça qui reviennent d'un Prince incompris en France, par exemple, en 1980, jouant au Palace devant une salle à moitié vide, lui en slip de cuir, jambière, voilà, chantant des chansons funky et très pornographiques. Ça a commencé à marcher aux États-Unis, ça passait pas en France. 1982, son premier vrai chef-d'œuvre, 1999, 1999. Voilà, parce que dans la chanson, il dit il faut faire la fête comme si on était le 31 décembre 1999, ça veut dire ce que ça veut dire, et c'était un premier vrai énorme tube avec dans ce disque aussi des ballades pop comme Little Red Corvette par exemple. Après, triomphe mondial avec Purple Rain, le film et le disque qui est un disque plus rock, qui brasse beaucoup de genres, qui a son premier numéro 1, When Dove Cries, et il rentre là vraiment en concurrence avec Michael Jackson à cette époque-là, qui a sorti Thriller, mais Purple Rain se vend aussi à des millions et des millions d'exemplaires. À partir des années 90, en 91 en particulier, Prince se fâche avec sa maison de disques, la Warner. Il va finir par retrouver le contrôle de toute sa production, de la distribuer d'ailleurs en pionnier sur Internet, par téléphone, par différents moyens. Mais il va aussi perdre quelque part le contrôle de son inspiration. C'est-à-dire qu'il va avoir une production pléthorique, sortir énormément de disques, mais finalement, là, peu de chefs-d'œuvre, peu de chansons vraiment marquantes. Et c'est vraiment par les concerts que Prince, jusqu'à la fin, va briller plus que sur disque. Alors, en lisant la presse, on voit apparaître les mots musique noire, funk, rock, R&B pop ou même punk et hip-hop. C'est difficile de qualifier la musique pratiquée par, et voire même inventée par Prince?
Oui, la caractéristique de Prince, c'est cet immense brassage, cette apologie du métissage de toutes les musiques populaires américaines en particulier. Alors évidemment la musique noire, avec l'influence énorme de James Brown, cette maîtrise du funk absolue, mais aussi une capacité à créer des mélodies comme les Beatles pouvaient le faire. C'était un immense admirateur du songwriting et de la folk de Johnny Mitchell, par exemple. C'est quelqu'un qui pouvait faire du rock charnel à la Jimi Hendrix, mais aussi très cérébral à la Frank Zappa. C'est vraiment la caractéristique de Prince d'avoir créé comme ça dans le métissage absolu. Et d'avoir donc puisé un peu partout, mais c'est aussi quelqu'un qui a été une grosse source d'inspiration pour de nombreux artistes. Comment est-ce qu'on peut mesurer l'influence qu'il a eue de son vivant? En termes d'impact sur le monde de la musique, je pense que Prince a sans doute été plus influent que Michael Jackson, parce que sans doute plus inventif, plus audacieux, plus sexy. Et comme il a brassé tous les genres, il a influencé aussi des gens venus de tous ces genres-là. Toute la musique noire américaine, du R&B au hip-hop, à la soul, le renouvellement de ces genres-là dans les années 80, 90, 2000, 2010 doit énormément à Prince. Les grands chanteurs d'aujourd'hui dans ce domaine-là, comme Kanye West, comme Frank Ocean, comme The Weeknd, tout ça, leur influence principale, c'est Prince. Mais aussi dans le monde du rock, voilà, il a marqué énormément des gens comme aussi bien les Red Hot Chili Peppers que Lenny Kravitz, mais aussi tout le rock, une énorme partie du rock indépendant et de l'indie rock, comme on dit, qui voyait chez lui un créateur très audacieux et très inspirant. Merci beaucoup Stéphane Davet, et pour retrouver tous nos contenus consacrés à Prince, rendez-vous dans les pages du Monde et sur lemonde.fr. Bonne lecture. Et avant de vous quitter et de rendre l'antenne, nous avons appris la disparition à l'âge de 66 ans de Papa Wamba. Il se serait effondré sur scène en plein concert. Nous pensons bien sûr très fort à toute sa famille. Prochain rendez-vous avec l'information, c'est ce soir, puisque la rediffusion du Grand News aura lieu à 22h55. Quant à moi, je vous attends demain à 20h15 pour une nouvelle session d'information, de culture et de cinéma. Je vous souhaite une très belle fin de soirée sur News TV. À demain.